Salut tout le monde, juste avant de commencer, du coup, je fais ce petit truc pour essayer d'aider ceux qui sont un peu en galère dans la matière à mieux la comprendre et ceux où ça va, bah, essayer de les faire étudier avec des moyens mnémotechniques, des images et tout ça. Donc j'ai regroupé un peu les différentes matières de cardio, sauf embryo, je vous rassure. Donc voilà, pour commencer, un petit échauffement. C'est juste un Reels que j'ai trouvé sur Instagram, où voilà, c'est juste les personnes qui incarnent la circulation du cœur, rien de bien méchant, mais voilà, c'était cool pour commencer, je trouve. Donc du coup, le premier truc, j'ai symbolisé la pompe cardiaque par une bête pompe à vélo, et on va voir du coup les différents constituants qui interviennent dans la performance grâce à ça. Donc en premier lieu, on a le volume télédiastolique, qui est assimilé à la précharge. En fait, c'est dans une pompe à vélo, bah, ça va être l'air qu'on va pomper pour remplir la chambre à air. Et ici, dans le cœur, bah, c'est le sang qu'on va pomper pour éjecter et fournir le sang au tissu. Ensuite, on a l'inotropisme, donc c'est la force qu'on va appliquer sur le manche de la pompe pour remplir la chambre à air le plus rapidement possible. Donc, au niveau du cœur, bah, ça va être la force de contraction du myocarde. Après, on a l'élastance, donc le petit tuyau qui va rejoindre la chambre à air, qui est assimilé à la poche charge, donc au niveau du cœur. L'élastance, c'est la capacité de l'aorte à revenir à son état normal, donc à restituer un petit peu l'énergie qu'elle a accumulée lors de la systole. Et c'est aussi la somme des forces qui va contraindre l'éjection du volume télédiastolique. Donc c'est tout ce qui s'oppose à l'éjection. Pour finir, on a la fréquence cardiaque. Donc pour se souvenir un peu des quatre d'une manière logique, on doit se dire qu'est-ce qu'on fait pour remplir une chambre à air le plus vite possible. Donc on doit avoir quelque chose à pomper, de l'air. Dans le cadre du cœur, c'est le volume télédiastolique. Ensuite, on doit avoir de la force pour expulser cet air. Cette force-là, c'est l'inotropisme au niveau du cœur. Puis on a les résistances qui s'opposent à l'éjection. Dans le cadre du cœur, c'est l'élastance artérielle, la somme des forces qui s'opposent à ça. Et dans notre pompe, c'est le petit conduit qui relie la pompe à la chambre à air. Et enfin, on a la fréquence cardiaque ou la fréquence de pompage dans notre pompe. Donc voilà, du coup, maintenant on a vu l'aspect logique, et s'il y en a qui tiquent un peu ou qui veulent le retenir plus facilement, j'ai essayé de trouver un moyen mnémotechnique qui est pas ouf, mais après c'est à chacun de trouver le sien qui est le plus adapté pour lui. Donc ici, c'est quand on nous demande la performance cardiaque, je me dis que je sais pas, donc la performance c'est au pif, ça fait P pif, hein, 2P et IF. Le premier P c'est la précharge, le deuxième la post-charge, l'inotropisme et la fréquence cardiaque. Tout en sachant, comme je l'ai dit plusieurs fois, la précharge on peut l'assimiler au volume télédiastolique, donc c'est la charge qu'on va avoir pour éjecter, et la post-charge c'est les résistances qui s'opposent à cette éjection, donc l'élastance artérielle. Voilà, maintenant un peu d'anat. Donc j'ai trouvé intéressant d'essayer de retenir les 5 différences qu'il y a entre les deux ventricules, le droit et le gauche. Pour commencer, du coup, ici on voit le droit avec le trabécule septomarginal en vert. Donc c'est possible qu'il soit moins précis que sur les dessins du prof. Fiez-vous toujours aux dessins du prof plutôt qu'au mien. Mais du coup, avec le petit trait jaune, c'est la branche droite du faisceau de His. Et le trabécule septomarginal, du coup, il donne naissance aux différents muscles papillaires de la valve tricuspide, donc il y a 3 muscles papillaires. Après, on a les petites croix rouges, c'est les trabécules qui sont plus prononcés dans le ventricule droit. Et au-dessus, en vert, c'est la crista supraventricularis. Voilà, maintenant on peut commencer à énumérer les 5 différences qui diffèrent entre les deux ventricules. En premier, on a les valves, donc tricuspide à droite et mitral à gauche. On a aussi la différence au niveau des valves sigmoïdes. Ensuite, on a les trabécules, qui sont, comme je disais, plus prononcées à droite. Et il y en a quand même un peu à gauche, mais elles sont moins importantes. Puis on a l'épaisseur du myocarde qui est moins élevée dans le ventricule droit, puisqu'il fait face à des pressions qui sont moins élevées que le ventricule gauche. Puis on a la forme des ventricules qui est différente. Ici, c'est plutôt en forme de V ou de L. Et enfin, on a la topographie qui est différente entre les deux ventricules. Ici, on a la crista supraventricularis qu'on ne retrouve pas dans le ventricule gauche. Et donc, ça crée un espace entre les deux valves. Voilà, et le petit moyen mnémotechnique, ici, il est pas très esthétique, on va dire, mais au moins il est marquant et c'est comme ça qu'on le retient le mieux souvent. Donc j'ai trouvé va te faire.
Le VA, c'est pour les valves qui sont différentes. Le T, les trabécules. On peut aussi parler des muscles papillaires qui sont différents en termes de nombre. Ensuite, on a le E ou le E, l'épaisseur du myocarde. Le F, c'est la forme. Et le R, c'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est rapprochement ou répartition des valves, donc qui sont plus éloignées à droite qu'à gauche, où il y a une continuité. Voilà, donc on peut retrouver ces différents points dans le ventricule gauche que j'ai dessiné aussi. Mais du coup, l'important, c'est de retenir ces 5 points-là, et même si on ne nous demande pas les différences, si on nous demande un dessin des deux ventricules, on peut penser à ça pour s'aiguiller un peu dans notre schéma. Maintenant, je voulais juste parler un peu de l'allure de l'onde de pression, avec les pressions artérielles, donc systoliques et diastoliques. L'allure de la courbe, donc là, on a l'onde d'Icrotte qui est due à la restitution d'énergie de la part de l'aorte et aussi une addition avec l'onde réfléchie. Et l'incisure catacrote qui, elle, marque la fermeture de la valve aortique et aussi elle est due à un petit reflux vers le cœur. Et sur ce schéma, même si j'ai pas mis de valeur, si on en avait, on pourrait calculer la pression de pouls qui est la différence entre la pression artérielle systolique et diastolique. Elle est environ à 40 physiologiquement puisqu'on a en temps normal une pression de 12,8. Pour se rappeler des déterminants de la pression artérielle systolique et diastolique, j'ai essayé de trouver des petites astuces. Donc pour la pression artérielle systolique, phonétiquement PA systolique, donc on a EA, c'est pour l'élastance. Et le S, donc il faut trouver à quoi est lié le S, donc ça veut dire systolique. Et qu'est-ce qui pourrait déterminer la pression artérielle systolique? C'est le volume systolique. Maintenant, pour la pression artérielle diastolique, celui-là est encore plus technique. En gros, je savais qu'il y avait un V dans un des deux déterminants, et si on fait V égale D sur T, donc c'est la formule de la vitesse, V, donc c'est le V de résistance des vasculaires ou des vaisseaux. Et donc le D, c'est le diastolique de PAD. Et le T, c'est le temps de diastole. Voilà, maintenant 2-3 trucs sur cette bonne vieille courbe pression-volume, la classique. Ici, donc j'ai commencé par noter l'élastance diastolique. Donc c'est la capacité du ventricule à se relâcher en diastole. Elle est augmentée avec l'âge. Après, on a l'élastance systolique ou l'élastance de fin de systole. Ça, c'est ce qui va caractériser l'inotropisme. Et pour finir, on a l'élastance artérielle, donc on en a déjà parlé, c'est ce qu'on associe à la post-charge. Maintenant qu'on a ces 3 élastances-là, il faut juste essayer de réfléchir à quand on a une situation clinique, qu'est-ce qui va augmenter ou qu'est-ce qui peut diminuer. Imaginons par exemple si on a une augmentation de la post-charge pour je ne sais quelle raison, on sait que c'est l'élastance artérielle, donc EA, qui va augmenter, donc qui va tendre à se verticaliser. Et du coup, si on ne compense pas avec l'inotropisme, ça va affiner la courbe pression-volume. On peut faire ça avec les 3 élastances. Sur l'axe des abscisses, on peut retrouver le volume télédiastolique et le volume télésystolique. La différence entre les deux, c'est le volume éjecté ou le volume systolique. Et j'ai pas noté, mais sur les ordonnées, si on prend le point le plus haut au niveau de la pression et celui qui commence la courbure supérieure, on a les pressions systoliques et diastoliques. Allez, on est parti sur un peu de sémio. Ça va peut-être faire écho avec la vidéo qui nous a mis en cours, mais j'ai essayé de trouver pareil des petits moyens pour se rappeler de certaines choses. Donc pour se rappeler, le TOOM, comme c'est un son plus long, plus lourd entre guillemets, ça va être la fermeture des valves auriculo-ventriculaires, et donc les valves sigmoïdes, aortiques et pulmonaires seront ouvertes. Et c'est l'inverse pour le TA, comme c'est plus court, plus aigu, on va dire, fermeture des valves aortiques et pulmonaires. La tricuspide et la mitrale, comme elles sont fermées, les pathologies qu'il peut y avoir et les souffles qu'on peut entendre, ça peut être dû à un reflux à ce moment-là, au temps de systole. Le reflux, ça peut être une insuffisance tricuspido-mitrale ou un prolapsus aussi. Pour ce qui est des valves aortiques et pulmonaires, ça peut être, si on entend un souffle à cause d'elles, ça peut être à cause d'une sténose, un rétrécissement de la valve, et ça va donner une surcharge en pression. Maintenant, pour ceux qui ont du mal à capter ce que c'est qu'une insuffisance et une sténose, j'ai fait des petits schémas. Donc, on commence par la sténose. La sténose, comme je disais, c'est un rétrécissement de la valve. Donc, il faut imaginer que dans le cadre physiologique, on a des valves qui laissent passer le liquide très correctement, donc comme si on avait un tuyau rectiligne.
Et en cas de sténose, donc là on aura plus un sablier à la place. Et donc comme les grains de sable, ça va s'accumuler en amont. Pour ceux qui ont encore du mal à comprendre ce que c'est que amont et aval, amont c'est mont, donc montagne c'est avant ou au-dessus, et aval c'est dans la vallée. Donc vous pensez au cours de l'eau, et bah, il commence d'abord dans la montagne avec la neige et après ça se réchauffe et ça fait l'eau qui va dans la rivière. Voilà, bref, donc la pression s'accumule en amont et c'est ça qui peut être à l'origine d'une augmentation de la pression dans l'oreillette droite et qui va limiter le retour veineux. Voilà, maintenant pour l'insuffisance, on va reprendre nos deux beaux tuyaux. À gauche, c'est toujours le physiologique, donc ici on voit qu'il y a une belle coaptation des valves, le sang ne reflue pas en amont. Et à droite, pour le coup, il y a des cordages qui sont un peu plus lâches, il y a une surface de contact entre les feuillets qui est un petit peu moindre, et du coup ça va induire un reflux en amont. Donc une surcharge en volume, puisqu'on aura toujours un volume oscillant. Maintenant pour le prolapsus, juste pour clarifier, je sais pas si tout le monde a capté, mais c'est là pour le coup on peut dire que les cordages sont rompus, et les feuillets vont être vraiment lâches et vont se laisser aller par le flux sanguin. Et du coup, si la pression en aval elle augmente, bah, comme ils se laissent aller, ils vont monter en amont. Et du coup, ils assurent juste plus leur fonction du tout. Donc là, c'est un laisser-passer et ça sert plus à rien en fait. Et pour finir, un petit peu d'histo. C'est très léger, hein. Il y a juste deux trucs. C'était pour la constitution des valves. Je trouvais ça intéressant de le retenir. En gros, on a donc trois sortes de feuillets, on va dire, au niveau des valves. Celui qui est en aval, donc celui qui va assumer la pression, ça s'appelle la lamina fibrosa ou juste la fibrosa en aval, et qui va permettre de résister à de fortes pressions, qui est adapté pour ça. Et de l'autre côté, on aura l'atrialis ou la ventricularis, en fonction de l'endroit où on se trouve, qui elle pour le coup est moins spécialisée dans la résistance aux pressions, et du coup qui va laisser passer facilement le sang pendant la diastole si on est sur une valve tricuspide par exemple. Et entre les deux, on a la lamina spongia. Voilà, c'est fini pour la petite révision. Juste pour rappel, donc je suis pas prof, j'ai pu dire ou faire quelques conneries, je m'en excuse d'avance. Donc si vous avez des remarques ou quoi, je suis ouvert, on peut en discuter en live ou sur Messenger, comme vous voulez. Et j'ai juste deux, trois trucs à vous montrer. En fait, moi j'ai fait la kiné aussi avant, et du coup je travaille au CHU, et par curiosité, si vous voulez, j'ai pris des photos des moniteurs. Donc ici on voit le moniteur de base qu'on a dans les soins intensifs. Vous voyez les différents paramètres qu'on peut observer sur ce moniteur-là. Donc on a bien sûr la fréquence cardiaque. Vous pouvez voir qu'il n'y a que trois dérivations, D2, V2 et V5. J'ai pas abordé le CG, mais parce qu'il y a beaucoup de trucs sinon. Donc la fréquence cardiaque, la tension artérielle, et vous voyez que la tension artérielle et l'onde de saturation qui est tout en bas en bleu, elles ont le même profil, parce qu'au final ça dépend de la pression que ressent le saturomètre ou alors du cathéter artériel. Et on voit que l'allure est plus ou moins la même que celle qu'on a vue en cours, donc c'est pas des couilles ce qu'on apprend. Et après on voit la fréquence respiratoire. Ensuite j'ai pris en photo l'écran d'un respirateur, donc on voit des courbes de pression, de débit et de volume. Et pour finir, j'ai pris une photo de deux tuyaux, on va dire, qui permettent la circulation extracorporelle. Et là, on voit clairement la différence entre le sang oxygéné qui est plus rouge vif, plus clair, et le sang désoxygéné qui est plus brun pour le coup. Voilà, donc juste pour clôturer tout ça, j'ai deux, trois trucs, deux, trois tips à vous donner si vous voulez pour étudier. Donc moi, ça m'a pas mal aidé, c'est la chaîne Ninja Nerd. Il y en a pas mal qui la connaissent, je pense, mais ceux qui la connaissent pas, franchement, c'est stylé, même si c'est en anglais. On arrive à bien comprendre, et en Biofi ça peut aider, mais je sais pas, moi j'ai pas trop vu les vidéos de Biofi, je sais pas ce que ça donne. Et aussi il y a un compte Insta qui s'appelle Infirmier Compère, qui a fait des petits reels sur les différentes bases de la cardio. Voilà, grosse force à tous pour la bloc, et on croise les doigts pour la session. Ciao.